Le président Félix Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye ont exprimé mardi leur volonté de coopérer en matière de sécurité. C'est dans le cadre d'une visite de 3 jours de Ndayishimiye à Kinshasa. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra s'active en faveur de la levée de l'embargo sur les armes. Cette sanction a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au Cameroun, 2 transgenres condamnés en mai à 5 ans de prison ont été remis en liberté provisoire mardi en attendant l'issue de leur procès en appel. C'est ce qu'ont indiqué leurs avocats et une ONG. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, ont exprimé leur volonté de coopérer en matière de sécurité. C'était dans le cadre d'une visite de 3 jours du président burundais Ndayishimiye à Kinshasa. Reportage. Tshisekedi et Ndayishimiye se sont entretenus mardi à huis clos pendant 2 heures avant d'assister à la signature de 4 accords bilatéraux, dont un portant sur la construction d'une voie ferrée reliant les 2 pays. Nous voulons éradiquer les forces négatives qui menacent l'intégrité de la RDC et du Burundi, a déclaré le président Ndayishimiye lors d'une conférence de presse conjointe en allusion aux rebelles burundais. En octobre 2020, l'armée congolaise avait annoncé avoir délogé de leur base du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, des Forces nationales de libération du Burundi, FNL, principale rébellion burundaise. Elle avait alors indiqué avoir lancé des opérations d'envergure contre 3 groupes rebelles burundais, les FNL, le Conseil national pour le renouveau et la démocratie, CNRD, et Red Tabara, qui a revendiqué plusieurs attaques au Burundi, ayant fait en septembre des dizaines de morts parmi les forces de sécurité burundaises. Dans la région, la RDC entretient des relations plus apaisées avec le Burundi qu'avec 2 de ses autres voisins orientaux, le Rwanda et l'Ouganda notamment. Kinshasa accuse ces 2 pays de tentatives de déstabilisation. Kigali et Kampala lui reprochent pour leur part de laisser son territoire servi de base arrière à des milices hostiles à leurs régimes respectifs. Sur le plan sous-régional, le président burundais a apporté son soutien à la candidature de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi, pour sa part, a annoncé qu'il soutient la candidature du Burundi à la communauté de développement de l'Afrique australe. La France a renoué ce 14 juillet avec la tradition du défilé militaire à l'occasion de sa fête nationale. Des festivités présidées ce 14 juillet 2021 pour la dernière fois de son quinquennat par le président Emmanuel Macron. Cette année signe le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées. Mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devaient être munis du pass sanitaire et porter un masque. La jauge dans les tribunes a été en outre fixée à 10 000 personnes contre 25 000 en temps normal. En 2020, en pleine explosion de la pandémie, le défilé du 14 juillet avait été annulé. De jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, remplacé par une cérémonie place de la Concorde. L'édition 2021 du défilé mobilise 5 000 participants, dont 4 300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Gagner l'avenir est le thème de cette édition 2021. En double référence à la bataille sanitaire menée par les Français, mais aussi à la nécessaire préparation des armes à des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie, selon le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Après le traditionnel défilé aérien ouvert par la patrouille de France, un contingent de forces spéciales européennes participant à la Task Force Takuba a lancé le défilé à pied sur les Champs-Élysées. 8 nations, France, Belgique, Estonie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Portugal, Suède, contribuent à ce groupement initié par la France pour accompagner les forces maliennes au combat. L'opération française Barkhane au Sahel, qui mobilise aujourd'hui plus de 5 000 militaires, s'achèvera au premier trimestre 2022, a précisé mardi le président français. À l'issue du défilé, plusieurs animations seront proposées dans la capitale.
En République centrafricaine, cette fois, le président Faustin Archange Touadéra s'active en faveur de la levée de l'embargo sur les armes. Cette sanction avait été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est rentré ce lundi d'une visite de travail en Angola. Selon le communiqué officiel, il a rencontré son homologue João Lourenço pour évoquer le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette rencontre intervient 2 semaines avant le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 29 juillet prochain, sur le régime de sanctions qui vise la République centrafricaine. Mandaté par ses pairs pour prendre en main la question centrafricaine, le président angolais est actuellement à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 2 mini-sommets des chefs d'État cette année, des échanges réguliers entre ministres. L'Angola est co-signataire avec le Rwanda d'une feuille de route appelant au dialogue. C'est une priorité car les principaux bailleurs de fonds conditionnent désormais le maintien de leurs aides au résultat du dialogue républicain promis par le président Touadéra. Luanda mène campagne en faveur d'une levée de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui refera l'objet d'un vote à la fin du mois. Luanda rejoint ici la position de la Russie et de la Chine, estimant que la mesure empêche le gouvernement de se battre à armes égales contre les rebelles de la CPC. Mais se heurte à celle des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, selon qui Bangui n'est pas en mesure de stocker, contrôler et tracer les armes pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Les violences en Afrique du Sud nourries par un ras-le-bol général sur fond de crise économique et sanitaire se sont intensifiées avec un dernier bilan mardi soir faisant état de 72 morts. Elles avaient commencé dans la foulée de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. En pays Zoulou, fief de l'ancien chef d'État Jacob Zuma, où il est emprisonné depuis jeudi, de premiers incidents limités avaient éclaté le lendemain, avec des routes bloquées et plusieurs camions incendiés. Mais en quelques jours, 27 personnes ont trouvé la mort dans la région, selon la police. À plus de 500 km de là, les violences et les pillages frénétiques se sont répandus dans la plus grande ville du pays, Johannesburg. 45 personnes sont mortes. La plupart des décès sont survenus lors de bousculades, pendant des pillages de magasins et de centres commerciaux, selon la police. D'autres sont aussi liés à des explosions de distributeurs automatiques de billets et à des tirs, a-t-elle précisé. Durement touchée par une 3e vague de Covid-19, l'Afrique du Sud, qui a atteint un chômage record à 32,6% depuis la pandémie, a imposé de nouvelles restrictions sanitaires fin juin. Dans ce contexte, des milliers de Sud-Africains ont fait la sourde oreille aux appels au calme des autorités et ont continué à affluer vers les entrepôts et les magasins, remplissant chariots et coffres de voitures. L'Union africaine a condamné dans un communiqué la flambée de violence qui a entraîné la mort de civils et des scènes effroyables de pillage, appelant à un rétablissement urgent de l'ordre. La police en sous-nombre a rapidement été dépassée et l'armée a été déployée avec 2500 soldats. Si les frustrations et la colère ont des racines politiques, aucune cause ne peut justifier ces violences, a fustigé le président Cyril Ramaphosa. Le parti d'opposition, Alliance démocratique, a annoncé une plainte contre plusieurs enfants de Jacob Zuma qui ont multiplié ces derniers jours les appels à la violence. Au Cameroun, 2 transgenres condamnés en mai dernier à 5 ans de prison ont été remis en liberté provisoire ce mardi en attendant l'issue de leur procès en appel. C'est ce qu'ont indiqué leur avocat et une ONG sur place. Loïc Djekam, très présent et connu sur les réseaux sociaux au Cameroun sous le pseudonyme de Shakiro, et Roland Mouté, alias Patricia, emprisonnés depuis février, sont libres. Ceci après avoir bénéficié d'une mesure de mise en liberté provisoire de la Cour d'appel de Douala, la capitale économique du Cameroun. La nouvelle a été annoncée par leur avocat, maître Richard Tamfou. La décision de mise en liberté a été prononcée dans le cadre du procès en appel des 2 condamnés, a confirmé Alice Nkom, présidente de l'Association pour la défense des droits des homosexuels. En mai, les 2 prévenus avaient été reconnus coupables de tentative d'homosexualité
outrage public aux mœurs et défaut de carte nationale d'identité avant d'être condamnés en première instance chacun à 5 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus lourde prévue par la législation réprimant les pratiques homosexuelles dans ce pays d'Afrique centrale. Shakiro et Patricia avaient interjeté appel. La date de leur nouveau procès n'est pas fixée. L'homosexualité est réprimée au Cameroun, la loi prévoyant des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison pour quiconque entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe. L'ONG internationale Human Rights Watch avait déploré en avril les discriminations subies par les homosexuels au Cameroun. Autrefois fréquentes, les arrestations pour des faits allégués d'homosexualité ont sensiblement baissé ces dernières années au Cameroun, mais elles semblent repartir à la hausse depuis peu. L'ancien président américain George W. Bush a critiqué ce mercredi le retrait d'Afghanistan des troupes de l'OTAN. Il s'agit selon lui d'une erreur dont vont pâtir les femmes et les filles afghanes. Les femmes et les filles afghanes vont subir un préjudice indescriptible. C'est une erreur, s'est alarmé dans un entretien aux médias allemands Deutsche Welle l'ancien président George Bush qui avait envoyé les troupes américaines en Afghanistan à l'automne 2001 après les attaques du 11 septembre. Elles vont juste être laissées derrière pour être massacrées par ces gens très brutaux et cela me brise le cœur, a déploré l'ancien président républicain dans cet entretien accordé à l'occasion d'une visite d'Angela Merkel à Washington. George Bush dit d'ailleurs penser que la chancelière allemande ressentait la même chose que lui. Il rend hommage à la classe et à la dignité d'Angela Merkel, qui quittera la chancellerie à l'automne après 16 ans à la tête de l'Allemagne. La chancelière rencontrera jeudi à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden. Le chef des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a passé la main ce lundi lors d'une cérémonie rappelant l'imminence du retrait définitif des troupes étrangères de l'Afghanistan où les talibans ne cessent de gagner du terrain. Ce passage de flambeau est une des dernières étapes avant le départ définitif d'Afghanistan des troupes étrangères censées se terminer d'ici fin août. Environ 2500 soldats américains et 7000 d'autres pays étaient présents en Afghanistan lorsqu'ils ont entamé début mai leur retrait. Ce retrait intervient en pleine offensive des talibans qui leur a permis de s'emparer de vastes portions du territoire face à une armée afghane désormais privée du crucial soutien aérien américain et qui n'a que peu résisté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme Sika. À très bientôt.